Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Othmane Didesh. Othmane, bonjour. Bonjour Karim. Bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Merci surtout de m'avoir invité. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Alors Othmane, je vais te présenter rapidement. Donc, en cherchant un peu sur ton parcours, je me suis dit, tu es un serial disrupteur ou entrepreneur à l'infini. Alors là, je fais référence bien entendu à Infinitable, là où tu as démarré ton parcours d'entrepreneur, on peut dire dans la food tech. Donc c'était, je crois, en 2013, puis voilà, lancé en 2015. Et c'est une plateforme d'innovation dans la restauration qui permet à des membres abonnés de bénéficier de réductions dans les grands restaurants. Alors de là, ton parcours d'entrepreneur va t'amener à InfiniWeb. Donc plutôt, là, c'est une agence spécialisée en marketing digital et communication. Et puis, il y a également Disruptia Conseil, donc c'est plutôt du conseil en innovation. Donc là, on voit bien qu'il y a une maturité dans tout ce qui est conseil en marketing, en image, en branding et en innovation que tu proposes à tes clients. Donc, je suis vraiment ravi, cher Othmane, de recevoir. Merci encore. Parce que sur des thématiques comme l'innovation, le digital, l'expérience client, au travers de cette conversation, je vais vraiment pouvoir m'enrichir et en bénéficier, parce que je suis moi-même une jeune marque qui commence, et je vais pouvoir me régaler. Mais je dois avouer qu'il y a d'autres aspects qui m'ont également intrigué. Donc, on a parlé de votre aventure avec Boutena Kadri, que je salue au passage, qui m'avait raconté votre aventure commune Infinitable. Raconter, c'est vraiment deux mots. Partage avec moi le fait que tu avais choisi de continuer l'aventure, on va dire différemment, que tu avais réussi à trouver ta voie. Et donc, c'était vraiment cette dimension-là qui m'intéresse, que j'aimerais développer au travers de notre échange. Donc, par rapport à ton parcours, j'étais curieux de découvrir l'envers du décor d'Infinitable, revenir dans le temps, au moment clé de la création et de l'évolution d'Infinitable, avec un regard peut-être plus mature. Et surtout discuter sur comment le concept a évolué et a pivoté dans notre contexte marocain. Et finalement, éventuellement, tu as peut-être trouvé finalement la capacité à réconcilier pérennité économique et métier passion. Donc voilà ce qu'on a au programme. Ok, ça en fait pas mal, mais j'espère que ça va être riche en informations, en retour d'expérience. Mais oui, effectivement, déjà merci en tout cas de m'avoir invité encore une fois. C'est vrai que dit comme ça, il semble y avoir pas mal de choses qui se sont passées ces dernières années pour moi et effectivement dans le monde de l'innovation au Maroc. Alors Infinitable, ça a été ma première expérience de création d'entreprise, une très belle expérience dans laquelle il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup d'aventures et c'est mon expérience entrepreneuriale de cœur aussi. Pourquoi je dis de cœur? Parce que c'est déjà le premier projet et ensuite parce que il y avait beaucoup d'inconnus. Mais il y avait beaucoup d'inconnus, pas parce que nous, on ne maîtrisait pas des choses, mais parce qu'on ne savait pas qu'on n'allait pas maîtriser énormément de choses. Donc c'est de l'inconnu entrepreneurial, on y va, on se lance. Bien, alors avant de développer donc Infinitable, Othmane, si tu permets, est-ce que tu peux juste nous raconter où est-ce que tu es né, un petit peu dans quel contexte tu as grandi, est-ce que tes parents par exemple étaient entrepreneurs, et puis voilà, on va commencer par là. Bien sûr, alors j'ai grandi à Casa, effectivement. On s'est installé à Casa avec ma famille, j'avais l'âge de 6 ans. J'ai grandi ici, j'ai eu mon bac à Casa, j'ai fait un lycée français. Et mes parents, oui,
entrepreneurs, mais bien plus tard que le début de leur parcours professionnel. Mon père a créé son entreprise pendant que je faisais mes études à l'étranger. Ok. Donc il avait plus de la cinquantaine. Mhm. Et puis ma mère, cadre à la banque toute sa vie. Ok. Donc j'ai été bercé, en fait, si tu veux, dans un milieu entrepreneurial, mais d'un second niveau, c'est-à-dire d'un second degré, pas directement les parents ou pendant mon enfance, mais plus tard, bien sûr, quand je faisais mes études, j'ai vu mon père qui avait décidé d'entreprendre. C'est vrai que ça m'a beaucoup donné envie de faire ça. Et puis surtout, j'avais mon grand-père qui était lui entrepreneur. Mhm. Et j'ai toujours admiré cette personne qui était lancé à son compte, en fait, et qui était mon modèle d'entrepreneur. Donc je me suis toujours un peu inspiré de lui en me disant, moi aussi j'ai envie d'être entrepreneur et de créer ma propre entreprise plus tard, quand je serai plus grand. Ok. Donc, alors, quelque part baigné dans un contexte familial où il y a du family business, mais pas vraiment. Exact. Et donc, il y a également peut-être cette envie de faire ton chemin à toi. Mhm. Donc là, tu pars faire tes études, je crois, à Londres. Mhm, entre autres. Alors, vas-y, juste raconte-nous. Moi, je serais curieux de savoir ces métiers autour du client, Mhm. le marketing, le commercial, parce qu'on voit que tu es très à l'aise avec tout ça. Est-ce que c'est là où tu l'as acquis pendant ces années-là? Alors, en fait, c'est très simple. C'est que, et d'ailleurs, c'est peut-être, ça dénote aussi pourquoi est-ce que par la suite j'ai voulu être entrepreneur. Quand j'étais plus jeune, petit, mes parents m'ont toujours laissé le choix de faire les choses que je voulais. Mhm. Ils ne m'ont jamais contraint à faire des choses qu'ils pensaient, eux, étaient les meilleures pour moi. Bien Ok. sûr que ils me disaient quelles étaient les meilleures choses, mais j'ai toujours fait mes choix. J'ai toujours été quelqu'un qui s'imposait avec ses choix, que ce soit dans le choix de faire mes études, dans le choix des villes où j'allais C'est étudier toi par qui la suite. t'imposais ou c'est eux qui te donnaient la liberté? Alors, eux me donnaient la liberté, mais je D'accord. pense que c'est de caractère. J'ai toujours été Ok. comme ça, en fait. Très bien. Et j'ai toujours eu envie d'aller là où je voulais. Et en fait, ça se voyait aussi dans mon parcours scolaire. C'est-à-dire que Mhm. j'ai toujours été bon dans les Mhm. matières qui me plaisaient Mhm. et jamais été bon dans celles qui ne me plaisaient pas. Pas parce que j'en avais pas les capacités, mais parce que ça ne me plaisait pas. Je n'en D'accord. avais pas envie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un parallèle aussi. Quand je revois ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai l'impression qu'il y a un parallèle là-dedans. C'est que j'entreprends dans les choses que j'aime. Mhm. Et j'ai toujours effectivement été très à l'aise avec tout ce qui était commercial. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'allais sur des plateformes du type eBay ou Amazon où je m'amusais à acheter des choses pour les revendre un peu plus cher, sans forcément créer de la valeur dedans. Mais il y avait un jeu à l'intérieur de tout ça qui me plaisait et de se dire il y a toujours une opportunité de faire quelque chose. Donc j'ai toujours eu un peu cette envie de faire du commerce et de voir comment est-ce que je pouvais apporter quelque chose de supplémentaire à ce qui existait déjà. Donc après, bien sûr, il fallait marketer les choses, il fallait bien communiquer, il fallait rédiger de bons textes, il fallait parler aux gens par téléphone pour leur expliquer les choses. Donc je pense que j'ai toujours été un peu drivé par ça et c'est ce qui m'a conduit peut-être aujourd'hui à faire tout ça, à convaincre, toujours besoin de convaincre. Tout à fait. Donc tu as fait une école de commerce Exact. dans cette logique-là. Exact, tout à fait. J'ai fait une école de commerce dans laquelle j'ai étudié beaucoup de matières différentes, Ok. du marketing, de la communication, de la comptabilité, un peu tout ça, de l'entrepreneuriat aussi, parce que j'ai fait un master en entrepreneuriat et stratégie d'entreprise. La réalité, c'est que dans tout mon parcours d'études supérieures, j'ai étudié plein de choses qui aujourd'hui, à mon sens, me servent beaucoup pour la rigueur, pour la théorie, mais dans la pratique, ce qui m'a vraiment aidé dans mon parcours scolaire après le bac, ça a été mon master qui, spécialisé en entrepreneuriat, on avait beaucoup d'intervenants. Donc la plupart de nos professeurs, c'est des personnes qui avaient créé des entreprises, c'est des personnes qui avaient créé des startups, qui avaient leurs échecs, qui avaient leurs succès. Et on avait en face de nous des modèles, des gens qui avaient fait des choses. Et c'est ce retour-là qu'ils nous donnaient. Et aujourd'hui, si je viens voir les choses qui me servent vraiment au quotidien dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est cette expérience-là qui n'a absolument rien à voir avec la théorie. Sur beaucoup de choses qu'on a pu étudier aujourd'hui, je me dis à l'école, en école de commerce, il y en a beaucoup qui sont obsolètes, tout simplement parce que le monde avance, se digitalise beaucoup, la technologie met beaucoup du sien
et dans laquelle on ne retrouve plus ce qu'on a pu voir nous à l'école. Donc en fait, quand tu as fait ce master, c'était déjà que l'idée d'entreprendre. Bien Après, sûr. déjà. Toujours, Ok, toujours. d'accord. Toujours eu envie d'entreprendre. Et un toujours, projet arrêté ou bien Absolument pas. D'accord. Non, non. Je n'avais absolument rien en tête de particulier, mais ce qui était sûr, c'est que j'avais besoin de créer quelque chose. Quelque chose avec S, hein. Pas une seule chose, mais de créer plusieurs choses, d'avoir ma propre vision, de pouvoir la driver moi-même, prendre mes décisions, échouer, parce qu'à l'époque, j'avais quand même déjà je n'ai jamais été braqué face à l'échec. Et je me suis toujours dit, bon, bah, c'est pas grave, même si je crée mon entreprise, j'ai envie de le faire, je le ferai quand j'aurai fini mes études. Et même si j'échoue, c'est pas grave, ben, je réessayerai. Donc j'avais cette culture de l'échec qui était déjà là, parce qu'autour de moi, je voyais des entrepreneurs qui échouaient et que c'était une très bonne chose. Ça, c'est quelque chose que tu as développé à Londres, parce qu'on va dire c'est anglo-saxon, mentalité différente, ou bien quelque part travailler dans ton contexte familial. Comment tu analyses les choses? Écoute, c'est une bonne question. Avec du recul, je pense que c'est la succession de beaucoup de choses que j'ai vécues moi-même et de voir autour de moi déjà dans la culture dans laquelle on baigne aujourd'hui que l'échec n'est pas forcément quelque chose de bien vu. Or, j'ai eu des échecs moi dans ma vie. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de redoubler une classe quand j'étais au lycée. Ah ouais, le scoop. C'est si dingue que ça. Après, cet échec-là, est-ce qu'il était mérité ou pas, c'est une autre question. Mais en tout cas, il m'est arrivé d'avoir ces échecs et de voir que j'ai toujours cru en moi. Quand je dis j'ai toujours cru en moi, c'est-à-dire que quand je suis face à un échec, même quand j'étais petit, je me disais pas que j'étais pas bon. Je me disais que je vivais les choses différemment et que je voyais pas les choses de la même manière. J'ai eu cet échec et je me dis comment est-ce que je peux rebondir dessus. Mais ce qui est très bien aussi, c'est que de vivre ces petits échecs, ça m'a donné une chose très particulière qui me drive aujourd'hui, c'est ce besoin de revanche. C'est-à-dire de me dire toujours, j'ai une revanche à prendre. Et ça a une puissance qui est incroyable. On le voit d'ailleurs, tous les grands entrepreneurs, j'oserais pas du tout me comparer à eux, loin de là. Mais en tout cas, on les voit quand on lit leur biographie. Ils ont toujours quelque part un facteur qui les drive, qui est celui de la revanche. Parce qu'ils ont eu un ou plusieurs échecs quand ils étaient plus jeunes. Et pas parce qu'ils voulaient démontrer aux autres qu'ils allaient y arriver, mais pour eux-mêmes de se dire, on peut arriver au maximum de ce qu'on veut, même si on a eu des échecs et à des moments de notre vie, on n'a pas été perçus comme étant les meilleurs. En fait, si je te comprends bien, ils démultiplient leur impact après, grâce aux échecs qu'ils ont eus très tôt, le plus tôt. Donc, ça veut dire qu'ils se sont essayés à prendre des risques très tôt, beaucoup plus que la moyenne. Et puis, ces échecs-là ont démultiplié un peu leur réussite. Ah ouais, je pense que c'est quelque chose de nécessaire. D'accord. Et donc, pour revenir à toi, parce que j'ai bien compris l'influence de ton grand-père sur cet état d'esprit, parce que tu as dit que tu avais l'état d'esprit d'entreprendre, de prendre des risques. Est-ce que tu vois d'autres influences? Écoute, autour de moi, celui-ci, il m'a particulièrement touché et j'avais une admiration particulière. À côté de ça, je pense que j'ai été beaucoup drivé. Mis à part un modèle d'une personne, j'ai été beaucoup drivé par la passion. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours été passionné d'informatique, d'innovation. Je pense que le premier ordinateur que j'ai complètement démonté, qui était encore neuf, pour le réparer tout seul, j'avais moins de 10 ans. C'est-à-dire dire que l'outil informatique, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'avais toujours besoin de les démonter, de rajouter plus, d'enlever. Quand il y avait les nouveaux systèmes d'exploitation qui sortaient, je les installais tout de suite avant tout le monde. J'essayais de les bidouiller un peu. Donc j'étais passionné de ça. Et cette passion m'a poursuivi jusqu'à la fin de mon parcours scolaire. Elle continue aujourd'hui à me poursuivre. Avant, c'était le hardware, le matériel informatique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de l'innovation qui est peut-être liée à l'outil marketing digital, l'ensemble des réseaux qui existent aujourd'hui, etc. Donc ça a évolué, mais il y a toujours cette passion. Elle est driver depuis que je suis petit. Très bien, super, on apprend beaucoup de choses intéressantes à semaine. Alors, si tu veux bien, donc là, tu finis... on va dire ton parcours en école. Donc tu nous as parlé du master. Alors qu'est-ce que tu fais par la suite? Est-ce qu'il y a le retour au Maroc immédiat? C'est ça? Alors presque quasi immédiat.
quasi immédiat. Donc quand j'ai fini mes études, alors j'ai fini avec un master en entrepreneuriat. Et donc deux choix, pour ne pas dire aucun, s'offraient à moi. Donc d'abord j'étais marocain à l'étranger, donc on avait une période qui était très courte pour trouver un CDI et rester là-bas, qui était de 6 mois il me semble à l'époque. Oui, c'était la fameuse circulaire on était du ministre de l'Intérieur de l'époque, je crois. Exactement, on était en plein dedans. Donc c'était très challenging parce que j'avais un parcours qui n'était pas comme celui des autres diplômés. J'étais diplômé en entrepreneuriat. Donc c'est un peu compliqué d'aller chercher le job de rêve qu'on veut en ayant un diplôme d'entrepreneur. On a un diplôme d'entrepreneur, ben on entreprend. Mais à l'époque, c'était un peu compliqué d'entreprendre en France avec ce qu'il y avait effectivement comme décision qui avait été prise par le gouvernement. Donc j'ai réfléchi à plusieurs idées, j'ai rassemblé autour de moi des amis pour essayer d'aller au bout d'un projet. On a eu des esquisses de projets, on a fait des choses, mais arriver au bout et à l'administration, bah, c'était compliqué pour avancer, pour faire ça dans les règles de l'art. Donc je me suis mis à chercher en fait un job dans les startups, dans des startups, mais plutôt dans des postes où il y a de la stratégie, parce que j'aimais cet aspect stratégique, de réflexion, de vision, de prendre des décisions, etc. Donc je me suis rapproché à l'époque j'ai eu la chance de passer quelques entretiens avec Google en France sur un projet qui était celui des Google Cars, qui allait filmer un peu toutes les régions, toutes les villes de France pour faire le Google mapping, Maps. exactement, pour Google Maps. Et donc j'ai fait une série de 4-5 entretiens avec Google eux-mêmes, mais aussi l'agence, parce que c'était une agence qui dirigeait pour Google ceci en France, qui sont extrêmement bien passés. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé au bout, donc étant encore une fois marocain, bah, c'était compliqué de faire un changement de statut. C'est beaucoup plus simple pour un local, un Français ou un Européen de le faire. Et donc, du coup, ras-le-bol. Je me dis, bon, à chaque fois, je pense savoir ce que je veux. Il y a tellement de choses à faire dans mon pays. Et puis, je sens que mon pays m'appelle. J'ai envie d'aller innover dedans. Donc, j'ai passé un peu moins d'un an en France, après avoir été diplômé, pour revenir au Maroc et d'entreprendre. Et la première semaine où je suis arrivé, j'avais déjà ma première presse avec mon premier logo pour aller commencer à pitcher, et en allant dans le fameux fake it until you make it, et donc de rencontrer mes premiers prospects et de leur dire voilà ce que je vais faire dans 3 semaines, et de rassembler autour de c'était la naissance du projet Infinitable quelque part. Ok, donc tu es rentré avec dans tes bagages un concept de création d'entreprise, c'est ça ? Pas celui d'Infinitable, mais Infinitable est arrivé peut-être le 3e jour où je suis arrivé au Maroc. Et donc, je réfléchissais, en fait, je me disais, qu'est-ce que j'utilisais le plus en Europe, en start-up comme service start-up et qui n'existe pas ici, et tout en allant voir en fait un peu les données au Maroc de consommation des Marocains, et je me suis rendu compte, je me suis dit bon bah tiens, on a en France, on utilise beaucoup la fourchette, et puis il y avait un concept aussi qui s'appelait Restopolitane, qui avait beaucoup de succès, on en parlait énormément à l'époque. Et puis arrivé au Maroc, et je vois... Là tu parles de quelle année en particulier ? On est en 2013, il me semble, 2012 ou 2013. D'accord. Et puis je me dis, mais il n'y a quasiment pas du tout ça au Maroc. Il y avait Groupon qui était là, mais Groupon qui n'est pas spécialisé dans la restauration. Il y avait, il me semble, Misette aussi, qui avait quelques deals, mais aucun site, aucune application spécialisée dans le food. Et à côté, quand on voyait les chiffres au Maroc de la consommation de la restauration comme étant un loisir, c'est-à-dire le Marocain dépensait plus de 70% de son budget loisir dans la restauration. Et en même temps, on n'avait pas cette façon de consommer de façon plus maligne et de façon plus innovante. Donc voilà, l'idée était là. Je me suis dit, je pense, et puis c'est un secteur primaire, il faut y aller tout de suite. Il faut créer quelque chose, il faut aller pitcher. C'est pas aussi compliqué que ça. Ça, c'est ce que je me disais ce jour-là. Par la suite, on a compris qu'il y avait beaucoup plus de complications. Puis voilà, donc l'idée est née, en fait, oui, je suis rentré dans mes bagages avec l'idée de créer. Et puis en quelques jours, celle de Infinitable. Très bien. Alors, donc là, on va rentrer un peu dans le vif d'Infinitable. Enfin, on va rappeler... Oui, donc le concept, c'est... je crois que le concept a évolué.
Donc, ce que j'aimerais revenir avec toi sur l'évolution du positionnement de la marque et de des prestations finalement que vous avez proposées à la fois aux clients et aux restaurateurs. Si tu peux juste nous raconter comment vous avez dû faire évoluer un peu votre marque. Alors c'est très simple. On s'est inspiré de deux modèles. La Fourchette et Restopolitan. On était beaucoup plus inspiré par le modèle Restopolitan, qui était très B2B. Et on s'est dit, c'est peut-être beaucoup plus adapté au Maroc, parce que la plupart, les cadres au Maroc ne rentrent plus manger chez eux à la maison. Ils mangent à côté de leurs entreprises, dans des restaurants qui ne coûtent pas peu cher, et quand ils n'ont pas de cantine, donc ils sont obligés d'y aller. On s'est dit, et le concept Restopolitan, donc on s'est dit, tiens, il perce très bien en France. On a quand même des habitudes qui se rapprochent de la France, pourquoi pas le tenter ici. Alors, Infinitable, c'était quoi? Ça a démarré avec, c'était, pour te dire, le concept si tu veux, avec lequel on a voulu intéresser les entreprises et les gens qui partaient dans les restaurants. Lorsque tu consommes donc, un repas, tu as un repas qui est offert. Un repas, c'est entrée plat ou plat dessert. Et l'idée, c'était de rester en dessous de 150 dirhams en ayant deux repas. En gros, puisqu'il y en a un qui est offert, l'autre coûte à peu près 150 dirhams, on en sort avec une très bonne affaire. Donc on est parti pitcher un peu les restos. Ils semblaient être d'accord parce qu'ils étaient beaucoup plus dans de la gratuité que de la réduction. En tout cas, c'est une question de perception. Alors que sur le modèle La Fourchette, on était beaucoup plus sur la réduction. Donc je consomme, je sais pas, X dirhams et puis tu me mets 15 ou 20% de réduction. Donc là, ils préféraient la gratuité. Ça veut dire qu'ils offrent le deuxième repas et ils ne font pas de remise, c'est ça? Exact. Ils ne font pas de tarifs différenciés sur le deuxième repas. Exactement, c'est tout à fait ça. En tout cas, la perception de ceci, pour eux, sur le marché marocain, puisque c'était des restaurants qui étaient plutôt haut de gamme, ne donnait pas une perception d'un faible coût. Donc orienté comme ça, et ne donnait pas la perception aussi que ça ne fonctionnait pas. Parce qu'à l'époque, ce qui existait ici, c'était Groupon et Misette, et eux, ils étaient beaucoup plus dans une démarche où on réduisait donc le coût global et les gens avaient une perception que c'était peut-être des restaurants qui fonctionnaient moins bien. Ça ne veut pas dire que c'était le cas, mais c'était la perception. Le Marocain n'était pas encore prêt, ne voyait pas souvent en fait ce genre de réduction. Donc ce n'était pas très bien vu. Donc le restaurateur était beaucoup plus d'accord pour donner un offert que pour réduire son prix. Aussi simplement que ça, et puis on l'a fait sous forme d'une carte d'abonnement. Donc tu t'abonnes. C'était, si je me souviens bien, en moyenne, dans les 150 à 200 dirhams par mois, et tu pouvais aller dans plus d'une cinquantaine de restaurants. Donc là, c'est l'entreprise qui s'abonne dans le modèle B2B, d'accord. On a fait du B2B et du B2C, et on avait justement, on avait targeté beaucoup d'entreprises qui faisaient du conseil, de l'audit, etc. Et ça permettait en fait, quand on leur proposait une formule comme ça leur permettait de réduire leur note de frais. Donc en gros, c'était aussi bien pour l'entreprise que pour ses employés. Et puis d'un autre côté, ce qui était aussi intéressant, c'était cette perception aussi que pouvait avoir l'employé de son entreprise, parce qu'on avait un modèle B2B2C. En gros, on vendait peut-être la carte à 200 dirhams pour un particulier, mais s'il passait par l'entreprise, il avait à 100 dirhams, donc 2 fois moins cher. Donc il se disait, c'est sympa, mon entreprise me permet d'avoir cette carte à 2 fois moins cher, donc quelque part, elle m'offre quelque chose aussi. Donc, on cherchait aussi cette façon avec laquelle est-ce qu'une entreprise pouvait récompenser ses employés, et donc quelque part, c'était une façon de récompenser. Ok. Alors, moi, si tu permets, sur le concept, je le trouve... je trouve que des bonnes raisons pour réussir, mais il me paraît un peu compliqué, non? En fait, c'est l'abonnement qui me paraît compliqué. C'est-à-dire, même si je suis dans le digital, on a toujours facilité l'achat à l'acte d'achat, etc. Est-ce que tu penses pas que c'est un surplus, cette histoire d'abonnement? Ou alors, il aurait fallu la faire seamless pour qu'il y ait moins de pain dans cet acte-là. Pour être franc avec toi, à ce moment-là, tout était compliqué dans ce concept. Pas uniquement le fait de s'abonner, mais l'offre en elle-même, un repas offert pour un repas acheté, un repas c'est une entrée plus un plat ou un plat plus un dessert,
tout était très compliqué. Non, mais Et ça marchait bien sur le marché français, tu es d'accord? ça marchait bien ailleurs. Donc, Mais chez nous, on est arrivé avec plein de choses nouvelles. On Mm. arrive avec quelque chose de nouveau dans la restauration. C'est pas tous les restaurants. Les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser ça. Quand ils se disent on va l'utiliser, il faut leur expliquer ce qu'est un repas. Il faut leur expliquer combien de repas sont offerts, s'ils sont plusieurs tables. L'abonnement, mais l'abonnement, comment est-ce qu'on le fait, etc. Il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées. Ouais. Donc, en gros, on était dans une sorte d'éducation. Donc on était vraiment à la première étape. On était, honnêtement, on était des extraterrestres à l'époque. C'est-à-dire que c'est à très l'époque, innovant, on peut le dire de comme ça. 2012-2013, je pense que quand on parlait de start-up, on n'était pas beaucoup et on nous prenait tous pour des extraterrestres. C'est-à-dire que les gens avaient leur façon de consommer de façon classique. Qu'est-ce qu'on leur voulait de plus? C'est-à-dire qu'ils étaient très bien avec ce modèle, ils se disaient c'est sympa, etc. Mais effectivement, tout était compliqué. Bon, ça nous a fait pivoter par la suite sur d'autres modèles qui étaient beaucoup plus simples. Mais pour y arriver, il nous a fallu la confiance de tout le monde. Et pour avoir la confiance de tout le monde, on a réalisé des choses sur le marché. Ce qui a fait qu'on nous a suivis par la suite pour changer de modèle. Maintenant, oui, c'était compliqué. Mais il fallait nous rémunérer, donc un modèle d'abonnement était nécessaire. Il fallait nous rémunérer. Si on voyait le modèle, par exemple, la fourchette, il prenait 2 euros par couvert. Nous, c'était extrêmement compliqué d'aller chez le restaurateur, qui n'a jamais vu personne chez lui venir lui demander une réduction ou un offert. Dire, écoute, en plus, tu vas nous donner 20 dirhams par couvert. C'est-à-dire que lui a toujours fonctionné depuis des dizaines d'années. Nous, on vient, bonjour, on t'amène du client, tu nous donnes 20 dirhams. Donc c'était comme à la commission, en fait, c'est ça? C'était comme à la commission, mais c'était pas un modèle. Avoir un business model avec le restaurateur, c'était trop tôt, c'était très compliqué. Donc on a préféré aller nous rémunérer chez le consommateur et puis de faire quelque chose qui allait en one shot, qui était beaucoup plus simple, plutôt qu'à chaque fois qu'il faisait une réservation, aller lui demander de nous payer quelque chose. En gros, 200 dirhams, il pouvait sortir, faire 10 restos par semaine. Il économisait beaucoup, c'était très rentable. Mais effectivement, c'était compliqué. Mais pour s'abonner, en même temps, c'était 2 clics pour aller le faire. D'accord. Oh, non, bon, je dis ça parce qu'il y avait une histoire. Vous avez travaillé quand même le coffret. Il y a eu un travail de fouiller. C'est vrai. Alors raconte-nous un peu. On a commencé de façon digitale. Pour nous, c'était le modèle digital. Pas de papier, rien du tout. Une application mobile, un site web. Tu t'abonnes dessus. Tu as ton numéro de client. Tu fais tes réservations à l'intérieur de ton espace client, sur tous les restaurants. On a même créé un CMS pour le restaurateur qui lui est dédié avec une tablette qu'on lui a mis à disposition, qui lui permet de voir l'ensemble des réservations qu'il recevait, faire plein de calculs et de la data en fait sur les réservations qu'il avait. Mais en fait, quand on a lancé, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la traction qu'on imaginait. Et à un moment donné, beaucoup de gens autour de nous disaient on pense qu'il faut avoir quelque chose de physique parce que vous donnez un abonnement, c'est du haut de gamme et si on le palpe pas, si on le touche pas, on n'a pas l'impression. Sur le modèle des cartes, des cartes dans un modèle de carte effectivement d'un club ou. C'est tout à fait ça. On l'a pensé de cette façon. Donc on a créé un coffret, un joli petit coffret dans lequel on mettait tous les restaurants, donc des petites fiches de tous les restaurants avec les numéros de réservation, les descriptions, des petits pictos qui expliquaient ce que tu mangeais à l'intérieur, etc. Il y en avait une 50aine, on a mis un petit livret qui expliquait comment utiliser. Donc quelque part, c'était bien d'avoir ce coffret physique parce que quand on l'achetait, on l'envoyait au client. Le client voyait qu'il avait quelque chose de physique, donc il en sentait la valeur. Et en plus, donc ça réglait quelque part cette problématique de complication d'utilisation. Donc il avait son petit livret. Comme il avait acheté, il le lisait, il comprenait comment on faisait ça. Et puis on a eu la chance de pouvoir le distribuer, ce coffret, dans pas mal de points de vente différents, dont la Fnac par exemple au Morocco Mall, qui à l'époque, il y avait tous ces coffrets voyage et ces coffrets cadeaux qui pouvaient exister, qui avaient aussi beaucoup de succès dans d'autres pays. Donc pas mal de personnes ont essayé de vendre des coffrets ici, donc on l'a mis dans ces stands où il y avait les coffrets. Donc voilà, on était obligé de passer par cette case en fait, et effectivement papier, mais ça nous a obligés à réfléchir les choses différemment. Donc finalement, vous étiez combien parce qu'il y a eu beaucoup d'actions à la fois sur le marketing, sur le packaging de ces offres, sur le site. C'est un travail monumental. Il y avait beaucoup de travail. On était 2.
On était deux passionnés. Donc je pense que ça faisait 10 en tout. La passion nous drivait beaucoup. Il y avait deux choses qui nous drivaient. La passion d'abord. Et puis plus on avançait et plus on arrivait à faire des choses et plus on avait du mal à reculer et nous dire faut qu'on arrête parce qu'en réalité on générait pas beaucoup d'argent. Et on était extrêmement impliqués et c'est une bonne chose parce que plus on avançait et aussi moins on avait d'argent parce qu'on dépensait de nos économies et de ce qu'on avait et plus on se condamnait à réussir. Donc du coup on était deux, on faisait beaucoup de choses parce qu'on avait envie d'y arriver. Donc oui, on s'est expertisé dans des domaines qu'on connaissait pas parce qu'on n'avait pas d'argent. Marketing digital, publicité sur les réseaux sociaux, le design, énormément de choses. Mon meilleur ami, c'était tuto.com et YouTube. C'est aussi simple que ça. J'ai appris à faire tout un tas de choses tout seul parce qu'on n'avait plus les moyens de payer un designer, de payer quelqu'un pour faire de la vidéo, etc. etc. Et puis on a commencé à faire de la vidéo, d'événements dans lesquels on mettait en avant les restaurateurs partenaires. De très belles vidéos d'ailleurs. Hein. Elles étaient sympas, c'était pas mal effectivement, c'était sympa. Et puis à un moment donné, on a commencé à se rendre compte que, en fait, on devenait beaucoup plus connus par nos actions au marketing que par le concept en lui-même. Là, c'était complètement fou. Mais est-ce qu'il vous fallait pas juste, on va dire, de l'argent pour pouvoir prendre en charge ces actions-là et puis pour que vous alliez faire du développement commercial et que ça allait marcher un jour, non ? Bah si, mais il fallait le trouver cet argent. Il fallait le trouver. Pas qu'on on l'a cherché. D'accord. On l'a beaucoup cherché. Donc là, on va revenir à l'écosystème ah oui, là, startup, hein, c'est ça. Exact. Là, on a lancé en 2014, il me semble. Et on a mangé dans nos économies, on n'avait plus grand chose. On faisait plein d'actions, on avait plus de 50 restos qui étaient partenaires. On avait des marques internationales qui nous avaient appelés, qui nous disaient mais comment vous avez fait ? C'est-à-dire que nous, ça fait des dizaines d'années qu'on est au Maroc. On a des programmes de fidélité hyper premium. Ces restaurateurs, on les chase depuis très longtemps. Ils veulent pas signer avec vous. Mais comment vous avez pu faire ça ? C'est-à-dire que, en fait, on a eu une super traction. Et avec vous avez fait du porte-à-porte avec ces restaurateurs ? On a fait du porte-à-porte, clairement. D'accord. Clairement. On a eu l'aide, bien sûr, de réseaux, on nous aiguillait, on nous donnait des contacts, mais oui, on est allé quasiment dans le froid pour tout. Et puis de se dire, à un moment donné, oui, on cherchait des financements. On a rencontré des business angels, on est passé dans des réseaux d'accompagnement qui nous ont aussi beaucoup aidés, et que je salue parce que si ces réseaux n'avaient pas été là, une grande partie du travail n'aurait pas été faite. On a rencontré des potentiels investisseurs, mais la réalité c'est que le modèle n'était pas sexy en termes de rentabilité. D'accord. On a eu des gens qui nous ont dit moi je veux bien mettre un ticket émotionnel. Enfin, le ticket émotionnel, c'est sympa, mais nous, on veut créer une start-up internationale. Donc, on a besoin de beaucoup plus que ça. Maintenant, oui, l'écosystème était limité. Je pense qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que, avec du recul, je me dis, heureusement qu'on n'a pas été financé. Heureusement qu'on n'a pas trouvé cet argent. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que, avec du recul, aujourd'hui, on voit la tendance de la food tech dans le monde. Le surplace est quasiment inexistant. Donc nous, on avait une offre qui était pour les restaurants sur place. Oui. C'est mort. Tout est dans le delivery. Et je me souviens aussi, à cette époque-là, Jumia Food, qui était Hello Food, ils avaient beaucoup moins de restaurants que ce qu'on avait nous. C'est-à-dire que mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que eux ont énormément évolué. Je compare pas les moyens qui sont mis en place, mais à juste titre. Parce que les gens aujourd'hui ont tendance à beaucoup plus commander pour manger chez eux et au bureau que d'aller sortir au restaurant. Donc heureusement, c'est-à-dire que si on avait été financé, je pense qu'on serait arrivé au même résultat, juste en ayant dépensé beaucoup plus d'argent, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui continue à exister avec d'autres business models, mais sur le modèle de start-up avec son produit innovant, je pense que c'est pas quelque chose aujourd'hui qui peut se développer. Alors que le modèle en France continue de... Bon, sans parler du contexte Covid, hein,
bien entendu. Mais le modèle en France, il est, je sais pas, peut-être que tu sais comment il évolue. Il a des difficultés également. Écoute, je pense que le surplace est quasi mort dans son développement. Hein. C'est pas peut-être qu'il marche effectivement avec les acquis qui sont faits, mais les startups qui font du food delivery en comparaison avec les startups qui font du surplace, ça n'a absolument rien à voir. Ok, très bien. Donc en fait, finalement une belle expérience d'apprentissage. Donc avec ce côté bootstrap, donc vous avez développé tes compétences. Donc pour revenir, moi j'aurais deux questions par rapport à votre relation avec Boutseina. Quelle était la répartition des rôles? Donc deux passionnés, je crois que vous êtes deux amis de longue date ou d'enfance, je ne sais pas. Ouais, on est des amis d'enfance. Ouais. Mais c'est important dans le projet entrepreneurial. Bien sûr. Quels sont un petit peu tes insights là-dessus sur la relation qu'on a avec un associé ou une associée qu'on connaît bien, dont on connaît les forces Comment vous êtes répartis les rôles, ou alors c'était vraiment... Avant une répartition des rôles, je pense que pour un premier projet, ce qui est très important, c'est on croyait l'un en l'autre. Et ça n'a pas de prix. Quand on démarre une aventure, qu'on n'a jamais été entrepreneur, de se réveiller pour la même chose, d'y croire, du réveil jusqu'au coucher, d'en parler tout le temps, constamment, être deux, c'est extrêmement important pour aller au bout de la chose. Maintenant, en termes de compétences, Boutseina est quelqu'un de brillant. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette aventure avec elle parce que c'était quelqu'un qui avait la capacité de pouvoir s'approprier n'importe quel sujet et de le dérouler. D'accord. Donc, et ça aussi, encore une fois, on avait peur de rien. On avait peur de rien. Quelle que soit la complication qui pouvait exister, on était là, ok, let's go. Quel est le problème? C'est beau ça. On n'avait pas le choix. Et encore une fois, on croyait l'un en l'autre. Et je pense qu'en face, c'était un peu pareil. C'est que moi, j'étais extrêmement débrouillard et je pouvais me mettre sur n'importe quel sujet et le dérouler aussi. On n'avait pas froid aux yeux. On pouvait aller pitcher n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment. Et on y allait, on était convaincus parce qu'on l'était, on était passionnés. Donc du coup, il y a ça d'abord, je pense, qui est très important. Alors, comment on se répartissait les différentes tâches? C'est pas qu'on n'était pas structuré, mais que dans un premier projet de start-up, et dans un marché qui lui-même n'est pas structuré, et on était deux. C'est très compliqué de se dire, il y en a un qui fait ça et l'autre qui fait ça. On était partout. On était en train de construire une maison dont on n'avait pas l'image dans nos têtes. Donc non, n'importe qui, tous les deux, on posait les briques là où on pouvait. Genre, c'était aussi simple que ça. Il n'y avait pas de répartition de tâches à proprement dit. D'accord. Donc, mais est-ce qu'il y avait une complémentarité par exemple, je sais pas, toi tu étais plus doué pour faire le site ou pour faire le BP. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y avait Écoute, on travaillait... des zones de confort. La plupart des choses, on les travaillait ensemble. D'accord. Pour être vraiment franc. Donc, on était vraiment impliqués sur n'importe quel sujet. On était impliqués tous les deux et on mettait la main à la pâte tous les deux. Est-ce que c'est quelque chose finalement de bien pour un projet de start-up où il y a tellement de choses à faire? Je pense que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose dans le sens où ça nous permet... Alors, ça dépend à mon avis de la phase de maturité de la start-up ou de l'entreprise. Aujourd'hui, quand je me dis si c'est une entreprise, une start-up qui commence à faire du chiffre, dans laquelle on a plusieurs postes et qui se développe, oui, dans ce cas-là, à mon sens, c'est sûr qu'il faut se répartir les tâches et que chacun prenne sa zone et la gère bien comme il faut. Dans notre cas, c'était un peu différent. Donc oui, je pense que c'était une bonne chose parce qu'on n'avait pas la possibilité, le luxe de se dire que chacun va pouvoir faire. On avait besoin de ces validations ensemble. On avait besoin de se challenger mutuellement. Donc je pense que de se répartir les choses différemment, non, ça n'aurait pas donné ce qu'on a pu construire. Et puis ce qui nous a freinés à la fin, c'était le fait de ne pas avoir rencontré un marché qui nous rémunérait.
tout simplement, et de ne pas avoir pu trouver des investisseurs pour des levées de fonds. Donc clairement, c'est ce qui nous a freinés. C'est pas la manière avec laquelle nous, on était organisés. Notre modèle fonctionnait bien. C'est-à-dire en interne, ça fonctionnait bien, on s'organisait bien, on a réussi à faire plein de choses. Bien sûr, il y avait des intérêts, chacun dans un domaine différent. Moi, j'aimais beaucoup le design et le social media et la pub dans le digital. Boutaina aimait beaucoup aussi rencontrer des restaurateurs, les pitcher, etc. Donc voilà, on avait nos appétences, mais je pense que c'était une bonne chose qu'on puisse tous les deux toucher à tout. Ok. Alors, donc, est-ce que l'aventure, c'est... Pour arriver à la conclusion avant de passer à la suite, comment tu qualifierais là aujourd'hui, où en est l'aventure, et puis finalement, est-ce qu'il y a eu... Il y a eu quand même, vous êtes allé au stade de il y a eu des clients quand même qui ont, le service a tourné. Bien sûr, on a eu beaucoup de clients, on a eu peut-être 500 clients en tout. Peut-être que le chiffre paraît petit, mais... Donc clients, ceux qui prennent les repas, hein, c'est bien ça. Oui, bien sûr, qui payent leurs abonnements. On a eu des clients en B2B aussi, des entreprises qui sont très connues. Ça veut dire que le concept est validé. Il a été validé quelque part, oui. Mais peut-être pas pour un scale. Pas au Maroc en tout cas. Pour faire une entreprise rentable, non, ce qui n'est sûrement pas le modèle non plus de la plupart des startups, c'est pas d'être rentable, mais effectivement c'est de générer un maximum de clients, de plus en plus, en mettant les moyens qu'il faut. Mais nous de notre côté, oui, ça a tourné, mais on a été face à la réalité d'un marché dans lequel il était difficile de se développer. Ok. D'accord. Donc alors, avec l'évolution du temps, donc vous prenez conscience de cela avec ton associé. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Entre le début de l'aventure où tu as ce mindset entrepreneur, aucune peur de l'échec, qu'est-ce que tu as quels sont un petit peu tes apprentissages clés? Parce que bon, là tu développes des compétences très hands-on sur tout ce qui est marketing digital, etc. Et tu apprends à tout faire par toi-même. Ouais. Et tu vois que tu as une capacité à apporter de la valeur ajoutée différemment. Donc quelle est cette prise de conscience qui s'opère? Alors, ce qui est important à savoir, c'est que Infinitab est une entreprise qui existe toujours. D'accord. Donc, ce n'est pas parce que le concept start-up et innovation de service n'a pas fonctionné comme on le voulait et qu'on n'a pas continué à le développer, que c'est une entreprise qui a été tuée. Non. Très bien. C'est une entreprise qui existe, qui a un business model qui fonctionne sur la base de l'apprentissage métier qu'on a eu du service innovant. D'accord. Donc si je devais résumer la chose, c'est de me dire, je pense que l'on a été rêveur sur un marché qui n'était pas prêt, donc sur le court et moyen terme à l'époque, et qui aujourd'hui sur le long terme, heureusement, n'a pas marché parce que ce n'est pas la tendance de la food tech, clairement. Mais qui nous a poussé au bout de nos limites, qui nous a fait comprendre qu'est-ce que c'était l'échec business et d'entrepreneur, mis à part l'échec qui pouvait exister dans notre vie un peu plus jeune, qui je dirais pas était moins grave, mais avec moins de responsabilité. Aujourd'hui, c'est un échec avec de la responsabilité, des moyens qui sont mis en place, etc. Et ça m'a appris à aller jusqu'au bout et de me dire, ok, on y est, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Et de réfléchir sur quoi on rebondit. Tu es obligé de rebondir. Il y a deux solutions. Soit je vais me trouver un job, soit je rebondis. J'ai pas d'autre solution. Trouver un job, c'est très sympa. C'est un beau modèle que j'adore, mais qui n'est pas fait pour moi. Et je pense que je ne suis pas fait pour ce modèle. Je pense que c'est mutuel. Et donc il fallait rebondir. Alors pourquoi tu dis c'est pas fait pour moi? C'est tu voudrais pas d'un patron, ta liberté vaut très très cher. Il y a une chose, c'est inexplicable. Il y a un adage qui dit il n'y a qu'un entrepreneur qui peut comprendre un entrepreneur. C'est inexplicable. C'est sûr, c'est un mode de vie. Être entrepreneur est un mode de vie. Ne pas avoir de patron. Aujourd'hui, en étant entrepreneur, je n'en ai pas qu'un. J'en ai plein des patrons.
sont mes clients. Mes clients sont mes patrons. Quand on a quelqu'un dans le capital des investisseurs, ils sont nos patrons aussi, et je suis mon propre patron. C'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un seul patron dans une structure. Donc quand je dis c'est pas la même chose. Je pense que c'est même plus difficile, mais ça va beaucoup plus avec mon mindset, ma façon d'être et de ce que j'ai appris à être. Je n'ai jamais vraiment été dans l'autre modèle, donc je sais pas trop comment c'est. Mais j'en ai une perception, je vois. De mon côté, enfin voilà, cette histoire d'avoir de la liberté, oui, c'est sûr. Il y a une façon d'avoir une liberté psychologique, je pense, beaucoup plus que réelle, parce que quand on est entrepreneur aussi, je pense qu'on déroule les heures de travail sans les ressentir, parce qu'on a cette passion, parce que ça nous appartient aussi. C'est très important, le fait que ça nous appartienne. C'est égoïste, mais je suis un être humain, je construis, c'est important. Quand on a une équipe, effectivement, c'est un projet commun. Tout le monde a envie d'exister dans ce projet, tout le monde a envie de créer, et c'est important de se l'approprier. On n'a pas le même rendement, à mon avis, quand on se l'approprie et quand on se l'approprie pas. Donc je pense que, peut-être en ayant un job, je ne serais pas allé jusqu'au bout de moi-même, et je n'aurais pas appris peut-être beaucoup de choses que j'ai appris en étant entrepreneur. Donc la question s'est même pas posée. Donc, non, bien sûr, je suis curieux, donc je la creuse un peu, mais je vois bien que la question s'est pas posée. Donc vers quelle forme d'entrepreneuriat es-tu parti? Est-ce que tu es parti vers toujours j'entreprends tout seul, ou bien je m'inscris dans un... Parce qu'il y a plusieurs formes d'entrepreneuriat. Il y a encore s'associer, créer un nouveau modèle avec une nouvelle start-up. Tu vois, dans quelle forme tu t'es lancé? Alors, ce qui était important pour moi, au vu de cette première start-up et de ce qu'on a vécu dedans, le seul modèle qui m'intéressait, c'était le modèle d'une entreprise qui puisse faire du chiffre d'affaires. Aussi simplement que ça. Et qui fasse qu'on ait des bons de commande, qu'on ait une facture, qu'on se fasse payer. Aussi simplement que ça. Aucun autre modèle. Parce qu'à ce moment de ma vie, je me disais, ok, j'ai suivi ma passion, j'ai suivi mes rêves dans Infinitab, c'était génial, j'en ai beaucoup appris, j'ai vu ce qui marchait pas, on a pivoté, etc. Maintenant, j'ai besoin de gagner ma vie. Aussi simplement que ça. Donc, je me suis vu, j'ai regardé à côté, qu'est-ce qui nous avait fait faire du chiffre sur Infinitab? En fait, c'est très simple. En comparant ce qu'on avait fait comme chiffre, en vendant le concept innovant d'abonnement et de réservation dans les restos, etc., versus, parce qu'on a commencé à nous commander de la prestation de service sur Infinitab, dans le digital, dans le marketing digital plus précisément, et dans de l'événementiel aussi, innovant. Et le calcul était vite fait, c'est-à-dire que le temps que ça nous prenait de faire du digital marketing et de l'événement innovant, était beaucoup plus rentable, beaucoup plus rapidement. Je me suis dit, il faut aller là-dessus. En plus, il y avait de la demande. Donc là, c'est vis-à-vis des restaurateurs, c'est bien ça? On a commencé avec les restaurateurs. Donc on les rencontrait tout simplement pour les faire adhérer à Infinitab. Et de l'autre côté, ils nous disaient, non, moi je veux que vous me gériez mon marketing digital. On adore ce que vous faites, c'est top. Je veux que vous fassiez la même chose pour moi. Qu'est-ce que ça coûte? Au début, on était, non, mais vous n'avez rien compris. Enfin, nous, on fait autre chose. Et puis, quand c'est venu et revenu, on s'est dit, bon, on va commencer à faire un peu de chiffres. On l'a fait. Ça se passait bien. Et puis on a eu ces vidéos d'événements qu'on faisait avec les différents partenaires. On a fait plein de choses avec Uber, par exemple. On faisait des partenariats pour des événements et on faisait ça en vidéo et c'était assez viral. Tout le monde regardait ça. Les restaurateurs nous appelaient, nous disaient, nous aussi on veut faire un truc chez nous. On vous paye pour ça. Alors qu'on ne faisait pas payer en fait. Quand tu faisais partie du concept Infinitab, on te faisait une vidéo, on venait chez toi, on organisait un truc et ça, ils nous disaient, mais non, nous on veut vous payer pour faire la même chose, etc. On commençait à prendre ça. Et puis ensuite, on a commencé à avoir de la recommandation. Quand ça se passait bien, on nous recommandait vers d'autres personnes. Et on a commencé à sortir du secteur de la restauration. Donc d'avoir des entreprises qui faisaient des choses complètement différentes. D'accord. Et c'est là où donc, la question s'est posée. Et la réponse de cette question, sur quoi on va rebondir, faire du marketing digital. Puis j'adorais ça.
Mhm. J'adorais ça, et puis je me disais, bon, on peut en gagner notre vie. Et voilà, de là est né InfiniWeb. Ok. Aussi simplement Quelle que est, ça. quelle est cette relation charnelle que tu as avec l'infini? Écoute, c'était l'infini, on utilisait, c'était l'ambition. C'était l'ambition d'Infinitab, c'était que ce soit des restaurants à l'infini qui en fassent partie. Et puis ensuite, c'était parce que, pareil, parce que c'était la passion du web. Donc voilà, on découvrait le marketing digital, on commençait à bien le faire, à bien le réaliser, etc. Donc voilà, c'était le web à l'infini, infini web. Mais aujourd'hui, je suis sorti de cette spirale de l'infini. C'est une très belle. Pour créer une autre boîte qui s'appelle Disruptia aujourd'hui, qui ne porte pas l'infini dans son nom. D'accord, bah écoute, j'imagine que tu t'es fait, comment dire, tu t'es forcé à, tu t'es forcé à ça, non, parce que finalement c'est bien trouvé d'accoler l'infini à, parce qu'effectivement c'est une valeur, montre que tout est possible. C'est vrai. Tout est possible, ça fait rêver. Ça fait rêver, effectivement. Alors pour revenir à InfiniWeb, donc donc là tu te lances là-dedans, comment tu grandis là-dedans, au sens capter des plus gros clients, des plus grosses affaires, développer ton offre de service, sachant que tu es tout seul, ou alors tu t'es associé, ou tu t'appuies sur un réseau. Comment donne-nous des petites leçons là-dessus. Je pense que là-dedans, oui, j'avais du mal à dire non. J'avais du mal à dire non au challenge. Donc, au début, on maîtrisait bien la restauration. Et à un moment donné, donc, j'ai commencé à avoir de la demande sur d'autres secteurs. Et je lisais beaucoup sur le digital marketing, je regardais beaucoup ce qui se faisait ailleurs. J'avais aussi ma vision. Et donc, quand je me retrouvais en face d'un prospect, pour moi, c'était tout de suite très clair ce qu'il fallait qu'on fasse ensemble. D'accord. Donc, j'avais du mal à dire non au challenge. Effectivement, j'ai commencé à avoir de plus gros clients. Mais je ne voyais pas la difficulté pour atteindre ces objectifs. Parce que pour moi, c'était perceptible. Je me disais, voilà, tu es dans l'immobilier, c'est très simple. Il te faut du prospect, il te faut des gens qui visitent ton bien immobilier. Il faut que tu aies un maximum de contacts, il faut que tu les relances. Donc en fait, c'est un circuit qui existe dans le marketing digital, dans lequel je comprenais absolument toute la chaîne et que je la maîtrisais bien, même opérationnellement. Donc du coup, il n'y avait pas de souci avec ça, donc il n'y avait pas de risque. Et il y avait un besoin derrière chez ces clients, chez ces prospects qui nous appelaient. Donc oui, plus gros clients. On y répondait d'une façon favorable et on délivrait d'une façon convenable. D'accord. Donc derrière, la remise en question n'existait pas. Je parle de la remise en question au niveau de technique, opérationnelle, stratégique aussi dans la réflexion avec les clients, parce que ça fonctionnait. On délivrait, on avait de plus en plus de clients. Maintenant, oui, plus on avançait, plus il y a eu d'autres challenges, d'autres remises en question, parce que l'équipe grandissait, arrivait à 15 personnes en 2 ans et demi, en allant uniquement sur le chiffre d'affaires. Hein. C'est-à-dire que c'était le chiffre d'affaires qui nous faisait vivre, rien d'autre. Donc, c'est-à-dire que et tout ça c'est et puis l'avantage aussi du digital marketing, c'est que on voit le résultat du travail qu'on fait pour nos clients. Donc c'est-à-dire qu'on a un client dans tel secteur, on réalise de la vidéo pour lui, on fait pour lui une stratégie d'acquisition de clients ou autre, on diffuse ça sur des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, etc. L'avantage, c'est que les entreprises du même secteur voient ce travail qui est fait. Ils ont envie de savoir qui c'est qui a réalisé ça, et puis ils tombent forcément sur l'agence qui a fait ça, elle la contacte pour vouloir travailler avec elle, oui, ou en tout cas pour la solliciter. Le travail est rapidement visible. Exactement. Donc la démarche proactive de devoir aller trouver du prospect n'a jamais été quelque chose de très importante. Ou peut-être parce que aussi, à cette époque-là, en 2015, en 2014, 2015, etc., c'était les balbutiements aussi, quelque part, des PME dans le digital, dans le marketing digital. Donc, il n'y avait pas... Tout le monde en avait besoin. Donc c'était quelque part le bon moment aussi de se lancer, parce qu'il y avait plus d'impact, l'impact était plus visible. Je pense que c'était le bon moment, effectivement. On a eu la chance d'avoir le bon timing.
Très bien. Donc voilà, travail et chance. Très important. Sans chance, il y a des moments où on se dit mais on est super malchanceux. Mais au final, oui, la chance est importante. Très bien. Alors quel serait aujourd'hui ton rêve avec InfiniWeb? Ton ambition? Alors aujourd'hui, InfiniWeb est une agence que j'ai quittée opérationnellement. D'accord. Donc, dans laquelle je ne projette pas mon rêve Mhm. quotidien, Mhm. ni stratégique. Donc, parce que je pense que je suis arrivé au bout de cette aventure avec les services qu'on y propose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me relancer il y a 1 an Mhm. sur un autre projet qui est celui de Disruptia. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je reviens à l'enfant que j'étais. Mhm. Je suis très bon dans les matières que j'aime Mhm. et j'ai pas envie d'être bon dans celles que je n'aime pas. D'accord. Donc, sur InfiniWeb, j'ai traité les matières que j'aimais. Et c'est devenu à un moment donné une répétition pour faire du chiffre d'affaires. Mhm. Bien sûr, il y a de nouvelles réflexions, mais je pense mon moi ne s'exprimait plus là-dedans. Donc je n'avais plus vraiment ce challenge. Le challenge était de faire du chiffre. Mhm. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer Disruptia parce que j'ai envie d'aller une étape supplémentaire dans le digital marketing Mhm. avec les clients locaux. Donc on fait autant du conseil dans le marketing digital, mais opérationnellement, on est capable d'aller pas seulement sur ce qui existe de façon classique dans le marketing digital, à savoir la gestion des réseaux sociaux, la création de contenu, que ce soit vidéo, textuel, de l'achat média, de l'analyse de la data, etc. Tout ça, c'est classique. En réalité, toutes les agences le font. Mhm. Donc, et puis c'est, enfin voilà, c'est pas, c'est un secret pour personne de savoir le faire, en tout cas des professionnels du digital marketing. Mais avec Disruptia, je vais une étape au-dessus où j'ai envie j'utilise beaucoup plus de tech. On prend ce qui existe de manière classique et on l'utilise pour mettre de l'objet connecté, par exemple, Mhm. et de le mettre à disposition autant du client de l'agence que du client de notre client, Mhm. pour pouvoir, avoir un maximum de données et de compréhension de comment est-ce que se comporte le client en physique, Mhm. dans le digital, et de pouvoir lui proposer le meilleur produit ou le meilleur service pour que lui-même fasse la meilleure affaire. Mhm. En gros, on va une étape au-dessus. On comprend beaucoup plus, on a beaucoup plus de données. Et donc c'est ça qu'on retrouvait pas, que je ne retrouvais plus en fait, si tu veux, chez InfiniWeb, c'est que on s'arrêtait à ce qui existait de classique. Mhm. Et donc là, en allant sur quelque chose de nouveau, ben voilà, j'ai envie d'aller beaucoup plus Mais loin. là, il y a, bon, c'est beau, mais là, il y a moins de bons de commande, là, peut-être. Alors ça dépend, ça dépend. Non, mais quand tu vois comment ton besoin aussi a évolué. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que peut-être qu'à cette époque-là, je me disais la priorité, Mm. c'était de faire du chiffre. Mm. Aujourd'hui, on fait du chiffre. Hein. C'est pas qu'on n'en fait pas, mais je le fais différemment. Mhm. Avec encore une fois une vision. À l'époque où on avait créé InfiniWeb, il y avait une vision. Mm. Là, il y a une vision qui est différente. C'est le marché aussi change. Il y a peut-être moins de bons de commande en volume, Mm. mais il y a du bon de commande et on est capable d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus intéressants, D'accord, qui sont beaucoup plus complets. d'accord. Donc non, il y a toujours un. Il faut pas. C'est Toujours drivé par le, voilà. Il faut que ce par soit le- une entreprise qui marche. Voilà, entreprise qui marche. Ça, c'est certain. Bah, sinon, encore une fois, à la fin du mois, il faut payer ses factures. Il faut développer cette entreprise. Donc, Ok. sans chiffre d'affaires, ça n'a pas de sens. Très bien. Alors sur Disruptia, tu m'as mis la puce à l'oreille. Tu peux nous parler d'un exemple de projet ou... Oui, bah, je peux parler. Je peux donner l'exemple d'un projet que j'ai pitché juste avant la découverte de la Covid avec malheureusement ce qui se passe au niveau international et le confinement, Mm. et donc l'annulation de tous les événements du secteur événementiel. Ouais. Donc j'ai créé un concept pour l'Auto-Expo, Mhm. dans lequel en fait l'idée c'était de baliser l'ensemble
de la zone où sont exposées les voitures avec des petits capteurs qui font, c'est ce qu'on appelle du géomarketing, du marketing couplé à la géographie. Donc en gros, c'est des capteurs qui permettent de communiquer avec un mobile sur une distance paramétrée. D'accord. Dans lequel, en fait, on va répondre à plusieurs problématiques. Pour l'annonceur, le client, la première, c'est de savoir quand le client arrive, par quelle voiture il est intéressé. Donc en fait, je suis dans le stand à constructeur X, en me déplaçant, c'est ça? C'est ça, dans tout à le fait. stand, sur tel modèle, Tout à fait. 2 minutes sur l'autre, etc. C'est exactement ça, tout à On fait. va un peu cartographier mon parcours Exact. et me proposer des choses intelligentes. C'est ça, on va d'abord proposer aux constructeurs automobiles de comprendre les clients qui viennent dans son stand, par quoi ils sont intéressés. Je suis resté 10 minutes sur la voiture X et 35 minutes sur la voiture Y, c'est clair net, je suis beaucoup plus intéressé par la voiture Y. Ça, pour que le concessionnaire le comprenne, sans avoir un outil technologique, c'est très compliqué. C'est quasiment impossible de savoir. Non, tout à fait. La deuxième des choses, c'est de permettre à ce client qui est resté 35 minutes à côté de la voiture, de lui donner beaucoup plus de données qu'il n'a en face de lui ou à l'intérieur de cette voiture. Pour l'inciter à acheter. Peut-être. Oui, parce qu'il se pose des questions, il est réticent. Alors, je trouve la façon de le voir péjorative. Parce que notre métier n'est pas péjoratif. Non. Pour nous, pas de l'inciter, mais de lui faire comprendre qu'est-ce que comporte le produit qu'il préfère le plus. En gros, tu restes à côté de cette voiture, je t'envoie une notification push sur ton téléphone. Au préalable, bien entendu, tu m'as autorisé à pouvoir t'envoyer de l'information. Pas du tout intrusif. Tout à fait. Donc, tu as la voiture là, et puis tu reçois la voiture XY. J'ai un petit bouton, regarder toutes les couleurs. Donc, ce qui est sympa, c'est que tout de suite, tu n'as pas besoin d'aller sur le site, de chercher le modèle de la voiture. De l'envoyer à ton conjoint pour le dire, bon alors, par exemple. Exactement, tout à fait. Mais tout de suite, on te propose l'ensemble des caractéristiques, de changer des couleurs. Et puis encore mieux, quand tu vas dans un événement comme ça, le nombre de personnes qu'il y a est immense. C'est-à-dire c'est l'événement, je pense, lorsqu'il est organisé, l'année où il est organisé, je pense qu'il comporte le plus de personnes au Maroc, il me semble. Donc, c'est très difficile de pouvoir, pour les commerciaux des concessionnaires, de répondre convenablement à toutes les demandes des clients qui sont là. Tout à fait. Et inversement, il est très difficile pour les clients de pouvoir avoir accès à un commercial quand ils le souhaitent. Donc, avec un outil technologique comme ça, donc tu es resté 35 minutes devant la voiture, tu as changé de couleur, tu as appuyé sur 3 boutons, à un moment donné, je te pose un bouton en te disant est-ce que tu veux contacter le conseiller commercial, C'est un lead. C'est un lead. C'est un lead, mais avec une bonne qualification parce qu'on a compris géographiquement qu'il est resté là-bas. Et quand tu cliques dessus, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as le commercial qui est pas loin, peut-être qu'il est pris, mais qui reçoit ta notification comme quoi tu as envie de discuter avec lui. Il va te répondre. Quand il te répond, c'est très simple. Tu accèdes à une liste d'attente. Tu sais combien de temps tu vas attendre pour pouvoir le rencontrer. Entre-temps, tu peux aller continuer ta visite et revenir. On optimise le temps des deux. Et si jamais on se dit que tu n'as pas eu le temps de lui parler, le commercial va pouvoir rappeler en fin de journée ou peut-être post-auto-expo pour pouvoir convenir d'un rendez-vous avec ce client. Donc si tu veux, on optimise plein de choses en essayant de comprendre technologiquement. Ça, c'est un exemple d'opération qu'on peut monter. C'est un exemple très éloquent, très inspirant. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'innovation qui, toi, donc là on a parlé de géolocalisation, est-ce qu'il y a d'autres, parce que donc là avec Disrupsa, donc tu te lances dans l'innovation, je serais intéressé par savoir s'il y a d'autres formes. Il y a d'autres choses complètement. Donc je récapitule, on a c'est une agence conseil en pub digital. Ensuite on fait des opérations innovantes dans lesquelles on va rentrer de l'objet connecté par exemple. Et ensuite on est porteur
de projets start-up. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, on est en train de créer une plateforme qui s'appelle VideoWork et qui permet de mettre en relation les professionnels de la vidéo et les annonceurs qui veulent réaliser des vidéos, les marques qui veulent réaliser des vidéos. D'accord. On répond à une problématique marché, de l'offre et de la demande. La première, c'est que aujourd'hui, la vidéo en termes de type de contenu a explosé dans le monde entier. On consomme quasiment que de la vidéo. Parmi les 3 sites les plus consultés au Maroc, 2 n'utilisent quasiment que de la vidéo. D'accord. Le second, donc le premier bien sûr c'est Google, le second c'est YouTube. YouTube c'est que du contenu vidéo. Et le troisième c'est Facebook. Facebook c'est quasiment aujourd'hui que du contenu vidéo. Ce que je veux dire par là c'est que tout le monde consomme de la vidéo. Donc on prend une PME, une grande entreprise, une TPE qui veut faire du contenu sur les réseaux sociaux, elle va faire du contenu vidéo. Donc, il faut qu'elle le produise, ce contenu vidéo, sachant qu'il va être consommé, parce que les gens consomment de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe ? Il lui faut un prestataire. Donc il lui faut une agence qui va agréger peut-être une agence, peut-être autre chose qu'une agence. Aujourd'hui, on a le modèle de l'agence. On a 2 modèles. On a le modèle du freelanceur et le modèle de l'agence, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients tous les deux. Nous, au milieu des deux, on a envie de dire, d'abord, toi, entreprise, tu as l'habitude de passer tout le temps par les mêmes acteurs. Aujourd'hui, ces acteurs-là, si c'est une agence, ils sont overbookés. Ils ont trop de demandes. Ils vont pas te dire non, je vais pas prendre. Ils vont prendre, mais on sait qu'à l'intérieur, ça devient plus compliqué de gérer autant de demandes et de pouvoir délivrer à temps. Donc on a envie de donner la chance à d'autres qui, eux, se forment très facilement aujourd'hui à des projets vidéo, à la livraison, à l'exécution de projets vidéo. Grâce à Internet, YouTube, ils s'achètent un téléphone où il y a une belle caméra, ils arrivent à faire de belles choses. Donc on veut donner une alternative à ces entreprises, de pouvoir aller consulter des jeunes qui se sont formés tout seuls, et à ces jeunes de leur donner du boulot. Et donc du coup, on a envie de les faire rencontrer sur une plateforme dans laquelle nous, comme nous aussi en tant qu'agence, on a une expertise vidéo, on a délivré des centaines de vidéos, on a une expertise, on a une médiation entre les deux, ou en tout cas une valeur ajoutée pour pouvoir faire en sorte que le projet arrive à terme et dans de bons termes. Ce que je veux dire, c'est que toi, tu es une entreprise, tu veux faire de la vidéo, ton agence chez qui tu t'adresses tout le temps, peut-être qu'elle est trop chère, ou peut-être qu'elle n'a pas le temps, peut-être que tu as envie d'avoir une autre vision du projet avec un autre prestataire. Tu passes par VideoWork, tu choisis, tu as une sélection, les agences aussi peuvent être dedans. Il y a une notation, j'imagine. Bien sûr, il y a une notation, il y a le portfolio, il y a les vidéos d'exemple. Tout ça, bien sûr, est par nous est vérifié et regardé avant que les prestataires ne soient mis sur la plateforme. Et donc, ils ont la possibilité de contacter en fait donc ces personnes, de discuter avec elles, et nous d'être au milieu pour faire en sorte de conseiller d'abord l'annonceur. Est-ce que c'est le bon choix qu'il fait, oui ou non ? Est-ce qu'il a besoin d'avoir un chef de projet en plus ? Parce que s'il est en relation directe avec cette personne qui est extrêmement peut-être compétente techniquement, mais qui a plus de lacunes dans la gestion de projet, donc on peut y ajouter un chef de projet pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc voilà, l'idée c'est de faire en sorte que tout le monde ait un peu plus de boulot, et de l'autre côté de permettre à l'ensemble de ces annonceurs finalement de réaliser autant de vidéos qu'ils veulent, et si ça se trouve de baisser leur coût de production de vidéos pour qu'ils en fassent plus. Donc voilà un exemple, ça c'est une première plateforme. L'idée c'est de porter tout un tas de plateformes et de choses innovantes de cette façon. Écoute, ça porte bien son nom, c'est Disruptia, ça va disrupter des marchés qui en avaient peut-être bien besoin, et puis qui sont sur des thématiques nouvelles comme celle de la vidéo. Donc écoute, je suis ravi de découvrir tout ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce que tu es... Parce que je vois que l'heure tourne, Athmane, est-ce que tu veux bien ? On va passer à quelques questions de clôture. Est-ce que tu dirais avec le recul qu'il y avait un besoin de mentorship peut-être dans votre cas, dans Infinitable ? Est-ce qu'il n'y avait pas un besoin, parce que vous êtes 2 passionnés, brillants, impliqués, dédiés, etc. Que penses-tu de cette notion de mentorship ? Est-ce qu'il n'y avait pas un besoin, et quelle forme elle aurait pu prendre ?
Honnêtement, il y en a eu le besoin, un besoin criant, et on l'a eu. Et on l'a eu. On a eu des personnes qui sont admirables, qui nous ont apporté leur aide partout. Que ce soit rencontré à travers des réseaux d'accompagnement, rencontré par hasard, on en a eu. On en a eu, et sous toutes les formes, c'est-à-dire par compétence ou par expertise dans des milieux bien spécifiques, que ce soit dans le business, parce que c'est des personnes qui ont fait du business dans leur vie et qui nous ont conseillé, des personnes qui ont créé des startups qui ont réussi, que ce soit dans des domaines de la finance par exemple, que ce soit dans les domaines peut-être aussi sectoriellement dans la restauration, parce qu'ils ont créé énormément de restaurants et qu'ils les connaissent tous, de nous crédibiliser un peu, que ce soit... On en a eu à tous les niveaux, et heureusement. Et sans ça, il n'y aurait rien du tout. Et c'est quelque chose que je continue aujourd'hui à faire. Je sollicite des gens parce que j'ai besoin d'un avis sur un sujet que je ne maîtrise pas. J'ai pas honte de le faire. Et heureusement, parce que ça me permet d'apprendre. Et pareil, je me dis aujourd'hui, pour les start-upers qui démarrent ou qui avancent, il faut solliciter l'aide. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Quelles sont tes bonnes pratiques là-dessus? Tes conseils, il faut... passer par les réseaux, clairement, parce qu'ils regroupent tout un tas de personnes qui sont prêtes à donner de leur temps. Quand on a quelqu'un qui adhère à un réseau, je vais donner le cas de Réseau Entreprendre Maroc, par exemple, qui est génial. J'ai été accompagné par Réseau Entreprendre Maroc, c'est top. C'est-à-dire que les gens qui font partie du Réseau Entreprendre Maroc sont des gens qui ont accepté de donner leur temps à des porteurs de projets sans forcément qu'il y ait un intérêt. Donc, par exemple, être lauréat de Réseau Entreprendre, ça implique que si tu l'es, tu as accès à ce réseau. Tu as besoin de quelqu'un qui s'y connaît en droit. Tu fais appel à la personne qui gère les relations et puis elle te met en contact, elle te donne de son temps. Passer par les réseaux, clairement. Et pour passer par les réseaux, il faut juste les contacter ou Ouais, je pense que chacun a son parcours. Mais il faut... C'est jamais aussi simple que ça, mais il faut avoir son projet, il faut le défendre, il faut mériter de faire partie de ces réseaux. Il faut le mériter, et puis je pense que c'est une bonne chose, parce que ça permet de faire en sorte que les réseaux continuent à être assez qualitatifs. D'accord, donc il faut rejoindre ces réseaux-là au travers donc, d'une action de structuration, présentation de son projet. Une fois qu'on y est, on peut bénéficier de ces conseils. Très bien, super. Tu as parlé de convaincre, il faut continuer à convaincre. Tu l'as même dit toi-même, et c'est une question que j'avais même préparée. Justement, tes conseils pour garder cette confiance, quelle que soit, tu vois, la météo ambiante, parce que des fois, c'est pas évident, etc. Donc, et comment réussir à convaincre tout le temps? Est-ce que tu as quelles sont tes petites astuces? Je pense que c'est un travail de fond. Il faut croire en soi d'abord. Quand on croit en soi, on va croire en ce que l'on fait, en ce que l'on réalise et en ce que l'on vend. Donc à ce moment-là, quelles que soient les techniques de commercialisation qui peuvent exister et qu'on va lire dans des bouquins, on va maîtriser un sujet parce qu'on y croit. On croit en nous. Et pour passer le message, c'est beaucoup plus simple. Il faut être soi-même, il faut y croire, il faut faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, parce qu'on va exceller dedans. Et forcément, c'est beaucoup plus simple de convaincre en face, pas parce qu'on parle bien, mais parce qu'on maîtrise bien le sujet. Donc oui, on a toujours besoin de convaincre. Quand on va aller voir des clients, quand on va aller voir des partenaires, ça engage quelque chose de discuter avec eux. Soit ils vont faire un partenariat avec nous, donc forcément ils vont s'associer à notre marque. Il faut que notre discours soit réel, avec de vrais objectifs. Soit ils vont nous envoyer un bon de commande, on va leur vendre quelque chose, donc ils vont nous payer, c'est pas rien. Donc il faut qu'on soit crédible, il faut qu'on les convainc. Dans tous les cas, il va falloir mettre en avant ce qu'on a comme réflexion et argument pour pouvoir les convaincre. Dans la vie, on a toujours besoin de convaincre. Après, effectivement, il ne faut pas non plus, et ça je pense que c'est important à comprendre, il ne faut pas non plus passer trop de temps à convaincre et à éduquer des personnes qui ne sont pas déjà à l'étape de réflexion dans laquelle tu te projettes sur le marché.
Donc je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui n'a absolument pas envie de se digitaliser, ne passe pas avec lui une semaine à lui expliquer ce que c'est la digitalisation pour le convaincre. C'est-à-dire que même si tu le convaincs, il finira par partir très rapidement. D'accord. Donc il faut aussi, quand on dit convaincre, il faut toujours convaincre, mais il faut faire des choix intelligents. Donc, qui convaincre, comment, etc. Ok. Alors, où est-ce que tu trouves tes sources d'inspiration parce que tu es dans différents domaines, donc l'entrepreneuriat, les nouvelles techno, le marketing digital, la micro-influence. Quelles sont tes sources d'inspiration? Ça peut être des blogs, des lectures. Alors, je vais donner beaucoup plus je vais donner beaucoup plus un outil de forme que de fond. La première des choses que je fais le matin, au-delà de regarder mes réseaux sociaux un peu comme tout le monde, c'est j'ai 2 outils qui agrègent, qui font de l'agrégation de contenu. Il y en a un qui s'appelle Flipboard et l'autre qui s'appelle Feedly. Et en fait, ce qui est génial avec ces 2 outils, c'est que je peux mettre des hashtags, des mots-clés, ou je peux mettre des sources de contenu, Journal du Geek par exemple, en mettre peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Et puis dès que je l'ouvre, donc j'ai l'ensemble de tous les articles et de toutes les lectures que je peux voir quotidiennement qui sont classées par date, etc. En gros, j'ai un seul outil pour pouvoir lire un peu tout. Donc je vais sur Flipboard par exemple, je mets social media marketing en hashtag, il me sort en fait tout un tas de magazines, de journaux qui sont spécialisés dedans, donc qui fait de l'agrégation et je peux lire ça. Et cet outil est extrêmement puissant que d'aller chaque matin et d'aller chercher à chaque fois une source différente pour pouvoir la lire. Donc ça, quelque part, c'est mon inspiration parce que c'est mon expertise. Tu as un outil de veille que tu peux consulter au quotidien avec les derniers articles sur les sujets que tu suis. C'est exactement ça. C'est un ensemble de sujets. Maintenant, mes sources d'inspiration, oui, ça va être les grands entrepreneurs de la tech, de la Silicon Valley, ceux qui ont des revanches à prendre toujours. Quand je choisis de lire un bouquin d'un entrepreneur, je veux savoir par quoi d'abord il a été drivé. Mais Atman, j'ai pas bien compris quelle était ta revanche à toi. Écoute, quelle a été ma revanche? Tu nous l'as caché. C'est vrai que c'est une bonne question. Quelle a été ma revanche? En fait, c'est un mélange de vagues souvenirs où je me suis dit que j'avais pas été le meilleur là-dedans et que un jour j'avais envie d'être le meilleur. Et donc j'ai toujours gardé cette revanche et de me dire mais pourquoi j'ai pas été le meilleur? Frustration. Peut-être un esprit de compétition, un esprit j'ai déjà été le meilleur dans certaines choses, mais j'ai eu cette frustration quelque part. Il y a des moments bien marquants dans ma vie où on m'a dit oui, ce que tu cherches, ce que tu veux faire, c'est un doux rêve, ou t'es pas assez bon pour ça, ou voilà, il y a eu ces petits moments où certaines personnes n'ont pas cru. C'est sûr, quand j'étais beaucoup plus jeune, et qui m'ont fait me dire qu'il fallait que j'arrive au bout, pas pour leur montrer, mais pour me dire mais non, mais je peux aussi être très bon dans ce que je fais. Non, je comprends. Donc il y a le refus de la médiocrité. Bon, si on peut l'exprimer ainsi, mais surtout il y a à certains moments des personnes ou des gens qui nous renvoient un feedback, peu importe la qualité de ces gens et de ce feedback, mais ça nous titille et on a envie de prendre sa revanche. C'est sûr. Ah, clairement. Très bien. Est-ce que tu as d'autres, tu nous as parlé des outils au quotidien, est-ce que tu as d'autres petites routines en tant qu'entrepreneur pour, je sais pas moi, pour être frais, tu as par exemple une émission de podcast où tu vas être interviewé, il faut que tu sois... tu vois, c'est des techniques où tu arrives à bien endosser ce costume d'entrepreneur, enfin ce costume, je sais pas, cet uniforme. Il y a ce podcast dont on a parlé tout à l'heure que j'aime bien. Et ce que je retrouve dedans qui est génial, c'est le storytelling
qui explique en fait tout l'historique et toute l'histoire de ces business. En fait, le podcast s'appelle Guerre de business. Oui. Je trouve qu'il est incroyablement bien fait parce qu'il raconte une histoire, il y a un enchaînement, il y a une recherche à l'intérieur de tout ça, une investigation des gens qui l'ont fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il y ait donc voilà, une narration avec des tons différents, il y a des personnages, on change de voix, des bruitages, et ça, effectivement, on l'assimile bien. Mais le storytelling et la façon avec laquelle... C'est l'avenir de l'audio, c'est le Netflix, c'est la série qu'on regarde, avec des personnages, en fait on va l'écouter. C'est ça. Hein. Et moi, je suis content que tu parles d'innovation. Je pense que c'en est une qui va arriver. Ouais, le podcast, je pense que c'est un super format. Aujourd'hui, peut-être que beaucoup d'annonceurs n'y croient pas beaucoup. Et pour en avoir parlé avec toi aujourd'hui, ton modèle, c'est que tu es drivé toi aussi par ton modèle à toi et ta vision dans ce podcast que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, la plupart qu'on va retrouver sur les stores ou en tout cas sur les applications mobiles, ils sont sponsorisés par des marques et des annonceurs. Et aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas encore un énorme intérêt business dans les podcasts, on n'y croit pas encore autant. Mais je pense que ça va venir, effectivement. On voit moins la télé, mais peut-être qu'on écoute beaucoup plus les podcasts. Ça commence effectivement à prendre. En termes d'influenceurs marketing, je serais curieux, toi qui connais bien l'écosystème au Maroc, quels sont les influenceurs que tu trouves toi marquants? Vraiment, c'est ton choix personnel, hein, parce qu'au Maroc, il y a un peu de tout, hein, comme partout. Et si tu peux nous donner aussi des conseils sur comment créer sa communauté. Alors, comment créer sa communauté? C'est une bonne question. Alors, est-ce que l'on parle... tu sais il n'y a pas une seule règle. Ça dépend de ce qu'on fait. Quel est le produit, quel est le service, qu'est-ce qu'on recherche. Donc, l'objectif est extrêmement important à comprendre avant de commencer à créer sa communauté, avant de se dire, voilà comment est-ce que je vais créer ma communauté. Donc, dans ce sens, qu'est-ce que je devrais prendre? Tiens, prenons le cas des podcasts, par exemple. Tu as besoin d'écouter du podcast. Comment créer ta communauté? C'est très simple. D'abord, il faut être présent sur tous les réseaux. Aussi simplement que ça. C'est pas parce que tu n'as que de l'audio que tu vas aller que sur l'application podcast chez Apple. Non, tu as besoin d'être sur tous les réseaux, que ce soit professionnels ou sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et à partir de là, effectivement, il faut créer du contenu qui soit spécifique aux personnes qui vont te regarder sur ces différents réseaux. Tu vas aller sur LinkedIn, tu vas avoir un ton qui est beaucoup plus expert et professionnel que sur Facebook, où tu vas être beaucoup plus ludique. Donc peut-être avoir si tu veux, une ligne éditoriale qui va être différente entre les deux. Donc c'est très important d'abord de penser le contenu avant d'aller vers son audience, parce que aller vers son audience ou construire sa communauté, c'est vraiment l'étape finale, hein. C'est une fois qu'on a mis en place l'ensemble des contenus qu'on a. Maintenant, c'est une technique et une histoire de... Il y a une double façon de le faire. On a la façon organique, où est-ce qu'on va aller, le public va nous trouver lui-même, parce qu'on a du contenu qualitatif et on dit des choses qui parlent aux gens. Donc on a cette démarche où eux vont venir vers nous, et ça il faut en parler un maximum. Il faut parler un maximum sur des groupes bien définis. Pareil, je disais tout à l'heure, je parlais des réseaux, pareil, peut-être trouver les bons réseaux qui sont intéressés par les podcasts ou les contenus que contiennent ces podcasts. Et puis il y a l'autre technique qui est celle du business model finalement de ces réseaux sociaux. On va aller faire du targeting pour aller toucher quelque part une audience qui est intéressée par les podcasts, par les sujets entrepreneuriaux, par les sujets tech, etc. Donc, pour intéresser sa communauté, il faut structurer avec une bonne ligne éditoriale. Genre vraiment choisir en amont ce qu'on va créer comme contenu et le créer d'une façon qui soit qualitative. Il ne faut pas bricoler, et ça, c'est très important. Et une fois que c'est fait, normalement, il n'y a pas de raison pour que la communauté ne se crée pas, mais il faut être patient aussi. C'est très important d'être patient pour avoir une bonne communauté.
Très bien. Non, mais c'est très bien parce que tu nous as résumé effectivement tout le processus de création de communauté qui prend du temps et qui est parce que ça fait écho à ce qu'on se disait au début sur Infinitable, qui a finalement créé aussi une communauté. C'est que c'est un boulot un boulot important qu'il faut rajouter à tout ce qu'il y a, aller voir les restaurateurs, etc., etc. Bon, c'est pour ça que je suis toujours admiratif de ce que vous avez fait à deux. C'est incroyable. Ouais, c'était pas compliqué, les gens aiment bien manger. Donc... Non, mais c'est plutôt une boutade qu'une question, mais aujourd'hui, quand tu vas dans un restaurant, est-ce que tu te dis pas mince c'est vrai que c'est différent aujourd'hui, mais oui. Alors, moi, je suis pas un grand mangeur, tu vois. Donc, c'est pas venu par passion de la bouffe. Oui. J'aime bien manger, mais je suis pas un grand mangeur. Mais tiens, d'ailleurs, est-ce que je t'ai pas posé la question? Est-ce que tu as été client d'Infinitable? Non. Non. Sinon, je l'aurais dit. J'ai pas fait partie des early adopters et après, voilà. Après, je pense que j'ai un peu perdu de vue la marque, mais c'est vrai que j'ai beaucoup suivi au départ. Est-ce qu'on a bien fait notre boulot? Est-ce que tu en as entendu parler ou pas? Ah oui, non, bien entendu. Non, bien entendu. C'était, non, comme je te disais, c'était dans tous les codes du haut de gamme, etc. Maintenant, je crois que moi, ce que j'en ai vu, c'est qu'il y avait je trouve plus le bon terme, mais qu'il y avait un effort à faire pour, tu vois, pour tester ou pour démarrer ou pour toute cette histoire d'abonnement, etc. Au final, c'était pas aussi simple que ça. Tu en as entendu parler, mais c'était pas aussi simple que ça. C'était pas juste en un clic. Alors qu'aujourd'hui, il y a des services peut-être, sous d'autres formes, mais où l'acte pour tester ou acheter, il faut vraiment que ce soit le plus simple. Je pense, bien sûr. Tu sais, c'est toujours bon de continuer à prendre des feedbacks, même 20 ans après, sur quelque chose qu'on a créé il y a 20 ans et de se dire, mais c'est vrai en plus. C'est toujours vrai. Important de voir, et c'est ça aussi la promesse qu'aujourd'hui, nous, on va avoir envers des potentiels clients. C'est pas pour nous faire de la pub, mais c'est très important de comprendre en face comment est-ce que la chose est vécue, est perçue, quels sont les freins, et c'est ce qui va nous permettre de régler ces problématiques et de faire en sorte qu'un projet marche. Tout à fait. Donc alors pour franchir le pas, voilà, c'était ça, on va dire, chez moi, le principal frein. Alors peut-être une dernière question, c'est ce qui est sur les livres, des lectures qui ont changé ta vie ou qui t'ont fortement inspiré. Donc tu disais que tu suivais pas mal les grands entrepreneurs de la Silicon Valley. Je pense que tu dois avoir une petite liste de livres assez intéressante. Alors, moi je suis un fan absolu de Steve Jobs pour la vision qu'il a eue sur plusieurs entreprises et produits qu'il a créés. Parce que clairement, il y a deux types d'entrepreneurs. Pour moi, il y a l'entrepreneur qui va créer le besoin. Celui-là est extrêmement rare. Et il y a l'entrepreneur qui va être capable d'écouter le besoin pour pouvoir trouver une solution. Steve Jobs, c'est simple. Dans chaque projet qu'il a fait, il a créé un besoin chez l'être humain. Ouais, c'est aussi simple que ça. Jamais il n'a suivi un besoin qui a été créé par quelqu'un. Oui, quelque part, il dit il n'écoutait pas les clients, en fait. Il n'écoutait pas les clients, mais pour ne pas écouter un client, il faut se le permettre. Donc voilà, d'abord Steve Jobs, donc je recommande beaucoup son autobiographie, qui m'a appris plein de choses. Donc d'abord pour ça, et en plus parce que c'est quelqu'un qui a su rebondir, qui a eu tellement d'échecs, tellement de réussites. C'est-à-dire que sans ces échecs, il n'y serait jamais arrivé. Créer Apple, créer le personal computer quelque part, se faire éjecter de sa propre entreprise, créer Pixar ensuite, donc l'animation en fait, revoir le monde, l'industrie de l'animation, de l'animation vidéo, pour revenir chez Apple et rechanger le monde, c'est incroyable. Donc, il m'inspire beaucoup. Donc clairement, il y a des choses à apprendre de chez Steve Jobs. Et puis il y en a un autre qui est beaucoup plus, digital marketing, de Seth Godin, qui est un marketeur incroyable, qui a travaillé à la tête des plus grosses entreprises tech, qui s'appelle Tous les marketeurs sont des menteurs. Qui en fait, le titre comporte en fait tout simplement le contraire de ce qui est à l'intérieur du livre.
et qui explique plein de techniques marketing. Et en fait, c'est très lié à la psychologie en réalité, parce que les marketeurs, quelque part, arrivent à bien comprendre le cerveau humain, parce qu'ils ont besoin de faire prendre conscience à quelqu'un qui a un besoin. qui a un besoin qu'il ne connaissait pas. Exactement. Ou voilà, et c'est tout simplement ça. Donc ces deux-là, je les conseille beaucoup. Voilà, si je devais résumer, ce serait ça. Très bien. Ben écoute, Atman, merci beaucoup pour ton temps, ton hospitalité. Je crois que je vois les choses un peu plus en infini après notre conversation. Je pense que tu nous as donné le goût de rêver, d'innover. Ce serait une bonne chose si c'est le cas. Non, complètement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. C'est top. Avec grand plaisir. Et j'espère à très bientôt, parce que l'aventure continue. On aura l'occasion de s'en reparler de tes futures aventures. Inch'Allah. Et puis à vous tous qui nous avez écoutés, merci d'être restés jusque-là. N'oubliez pas de liker cet épisode, de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Esme. À très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. Avant de nous quitter, si vous l'avez aimé, vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec 3 actions simples à faire en urgence. D'abord, le liker, le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn. Ensuite, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast, que ce soit Apple, Google, Spotify ou Deezer. Si vous êtes sur Apple Podcast, allez-y et notez le podcast, si possible, 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire. Continuez à en parler aussi autour de vous, cela m'aidera énormément. L'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao!